notre invité est en train de vérifier quelques petits tests de sécurité de dernière minute sur son équipement, donc je vais avoir le temps de le présenter, mais est-ce que c'est bien utile de le présenter? Tout le monde connaît le pharmacien. Vous avez tous lu au moins une BD qui traînait comme ci, comme ça sur Facebook, non? Bon, voilà. Donc on a la chance ce soir d'avoir notre premier invité qui vient d'outre-mer. International. Outre-Atlantique. Et aussi notre premier invité qui nous fait un doublon, puisque nous avions eu l'honneur de l'avoir par Skype. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, on avait un duplex. Hein, tu t'en souviens? Oui, très bien. Voilà. Et donc, ce soir en présentiel. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vais lui laisser la parole et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous ferai des annonces à la fin de la conférence. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je suis extrêmement reconnaissant d'être ici, d'avoir été invité par Skeptics in the Pub Paris. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi, l'autre personne très importante que je dois remercier, c'est ma copine qui est à l'arrière en train de prendre des photos en ce moment. Merci de lui donner une bonne main d'applaudissement. La raison pourquoi je dois la remercier, c'est que en fait, je suis pas venu ici spécialement pour vous, pour être tout à fait honnête. Je suis son accompagnateur, en fait, parce qu'elle signe elle fait des dédicaces au Salon du Livre de Montreuil. Et moi, je suis son accompagnateur. Donc, je suis en vacances en ce moment. Je vais adresser tout de suite l'éléphant dans la pièce. Je viens du Québec, au cas où vous ne l'auriez pas déjà remarqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, j'ai un site web qui s'appelle Le Pharmacien. Qui est devenu aussi des livres, une série télé, etc., auquel vous n'avez pas accès, n'est-ce pas? En fait, c'est pas vrai. Il y a 2 de mes livres qui sont disponibles ici. Les 2 autres, non. La série non plus. On m'a dit que c'était à cause de la barrière de la langue. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais quelle langue? On parle le français tous les deux. C'est un peu étrange quand même, mais j'avoue que des fois, on a un peu de la difficulté à se comprendre. Donc, ce que je vais vous proposer pour ce soir, c'est, s'il vous plaît, je vais essayer de parler lentement, avec des mots bien séparés. Ceci étant dit, si jamais vous avez de la difficulté à me comprendre, n'hésitez pas à me le dire si j'utilise des expressions un peu étranges, d'accord? Et je trouve ça un peu bizarre quand on parle de la barrière de la langue, parce que nous, par exemple, au Québec, on écoute parler les Français, les Suisses, les Franco-Ontariens chez nous, les gens des Maritimes, les Acadiens, les gens de la Louisiane. Tout le monde parle français et on n'a pas vraiment de barrière de langue. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au juste exactement. Mais, oui, c'est vrai. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est en France, en fait, vous commencez beaucoup de phrases par « du coup ». Et vous dites beaucoup aussi souvent le mot « vachement » assez rapidement en début de phrase. Et nous, au Québec, on termine souvent nos phrases par « genre ». Et quand on ne sait plus vraiment comment terminer le discours, on dit « fait que c'est ça, là ». Donc, je vais vous faire ma prochaine diapo en utilisant les 2 styles pour vous montrer que je suis capable de maîtriser les 2. Alors, du coup, je n'ai vachement pas de conflit d'intérêts, réel ou potentiel à déclarer, genre. Fait que c'est ça, là. Je vais faire un mini-sondage pour commencer. Donc, vous avez vu que je suis venu ce soir pour vous parler d'ostéopathie. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là. J'aimerais ça, en fait, je vais vous poser 3 questions pour sonder un petit peu la salle. En fait, j'ai une petite question. Qui ici a déjà consulté un ou une ostéopathe? Non, on m'a forcé. OK. Volontairement. Bonne question. OK, quand même la majorité de la salle, là, 2 tiers, 3 quarts de la salle a répondu oui. On va tester un peu vos connaissances ou voir un peu c'est quoi votre impression de l'ostéopathie. Premièrement, vrai ou faux, l'ostéopathie se concentre sur le système musculo-squelettique, c'est-à-dire les os, les muscles, les articulations, etc. Qui pense que cette phrase-là est vraie? 4, 5, 6, OK, 10 personnes. Qui pense que c'est faux? À peu près égal. 10 autres personnes. Les autres, c'est quoi? Vous abstenez? Ou... Ah, OK.
Vous êtes pas sûr, d'accord. Vous n'êtes pas certain. L'abstention, c'est populaire en France? Ah, c'est ça, c'est pour ça le taux de vote aux élections là, qu'on disait, ça passe pas vraiment, OK. Bon, donc pour le moment, on n'est pas sûr, c'est égal. Deuxième question. Les soins prodigués par les ostéopathes sont très semblables à ceux des physiothérapeutes. Un physiothérapeute. Kinésithérapeute, c'est vrai? Bon, je répète. Alors, les soins sont très semblés aux kinésithérapeutes. Qui pense que c'est vrai? 3, 4 personnes. Qui pense que c'est faux? OK, la majorité pense que c'est faux. OK, ça se précise. J'ai une dernière question pour vous. Aux États-Unis, je sais que c'est loin, mais ça va être important plus tard dans la présentation. Aux États-Unis, les ostéopathes sont des médecins. Qui pense que c'est vrai? Une personne, 2, 3, 2 et demi. Qui pense que c'est faux? 7, 8 personnes, parfait. On a un taux de gens qui s'abstiennent quand même assez élevé. Donc, non, mais c'est bon, moi, ça me stimule. Ça veut dire qu'il faut que j'aille vous convaincre de quelque chose. Pourquoi je me suis intéressé à l'ostéopathie? En fait, deux raisons principales. Premièrement, ma copine et moi, on a été quelques années on a fait des traitements de fertilité parce qu'on essayait d'avoir un enfant et ça fonctionnait pas. Donc, on a fait ça pendant un certain nombre d'années, en fait. D'ailleurs, ma blonde a publié une BD là-dessus qui est disponible en France qui s'appelle « Ma vie avec un scientifique ». On se demande qui est le scientifique, n'est-ce pas? Donc, on a fait des traitements de fertilité. Et quand on fait des traitements de fertilité, il y a beaucoup de gens dans la vie qui essaient de nous proposer des choses pour aider. Donc, par exemple, moi, comme homme, je me suis fait proposer de prendre des antioxydants. Je me suis fait proposer de faire de l'acupuncture. Et je me suis fait proposer aussi de faire de l'ostéopathie, parce qu'apparemment, l'ostéopathie peut améliorer la fertilité. Donc moi, ça a piqué ma curiosité. Oui, et on va en reparler tout à l'heure. Ça fait réagir quand même. Et l'autre raison pourquoi j'ai décidé d'en parler, c'est qu'au Québec en ce moment, je vais parler de la situation de la France tout à l'heure qui est différente, mais au Québec en ce moment, les ostéopathes sont en train de tenter d'obtenir un ordre professionnel, donc autrement dit de devenir des professionnels de la santé à part entière, au même titre qu'un pharmacien comme moi ou qu'un médecin, infirmier, infirmière, diététiste, etc. Donc, moi, je me suis dit, à l'aube de ce changement-là assez important, ça serait important de jeter un regard critique sur l'ostéopathie pour voir est-ce que ce qui s'y fait est vrai, moins vrai, scientifique, etc. Pour mettre un peu en contexte, qu'est-ce que ça fait un ostéopathe? Donc, dans un premier temps, on lit que l'ostéopathie peut aider à traiter les douleurs chroniques reliées à un accident de la route, à une blessure sportive, à une chute, à un traumatisme physique. Jusque-là, rien de très surprenant, n'est-ce pas? C'est des soins physiques, de la thérapie manuelle, comme un kinésithérapeute pourrait le faire, n'est-ce pas? Ça peut traiter aussi mal de cou, douleurs musculaires, torticolis, maux de dos, tendinite, problèmes de nerfs sciatiques. Donc, moi, tout ça, je trouve ça fantastique. Parce que dans le système de santé en général, c'est des choses avec lesquelles on a beaucoup de difficultés. On n'est pas très bon pour traiter ce genre de problème-là. On a tendance à donner beaucoup de médicaments, donc des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des opiacés, des analgésiques, ce qui n'est pas l'idéal. Donc moi, si des thérapeutes peuvent intervenir à ce niveau-là, personnellement, je m'en réjouis. Je trouve ça fantastique, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Là où je me pose peut-être un peu plus de questions, et c'est là que mon côté sceptique ou zététique embarque un peu plus, c'est quand on lit que l'ostéopathie peut aussi aider à traiter d'autres problèmes. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns ici. Et oui, voilà. Et c'est quand même assez varié. Donc, par exemple, un ostéopathe peut aider à traiter l'asthme, bronchite, sinusite, de l'eczéma, qui est un problème de peau. Ça, je trouve ça quand même surprenant. Du zona, des infections, de la constipation aussi. Ça, c'est quand même bizarre un peu. Des problèmes de foie comme une hépatite. Une hépatite, c'est quand même grave, là. C'est viral en général. Comment est-ce qu'un ostéopathe peut traiter un virus au niveau de mon foie? Je ne suis pas certain. Des problèmes rénaux, de l'infertilité, n'est-ce pas? Je l'ai mentionné tout à l'heure. Des problèmes circulatoires, otite, de la fatigue, anxiété, dépression, même de l'épilepsie. Donc, vous comprendrez que d'emblée,
l'ostéopathie semble être pratiquement une panacée. On nous la présente comme une thérapie qui peut traiter pratiquement tout. Et ça, évidemment, quand on est sceptique, quand on est fervent d'esprit critique, logiquement, ça devrait nous sonner un signal d'alarme, n'est-ce pas? C'est assez rare une thérapie qui peut traiter tous ces problèmes-là de santé. Alors, moi, j'ai décidé de faire un épisode de ma série télé sur l'ostéopathie, un épisode qui n'est pas encore diffusé. Vous pourrez le pirater si vous voulez. Et il y a quelqu'un dans la salle qui a les liens pour ça, mais bon, moi, je ne peux pas vous donner les liens, mais bref, il va être disponible éventuellement. Et j'aimerais ça juste pour mettre un peu la table. Je vais vous montrer la bande-annonce de cet épisode-là, juste pour vous donner une petite idée. Puis ensuite, je vais vous faire un peu... on va faire un tour ensemble de tout ce que j'ai découvert dans cet épisode-là. Il y a des sous-titres pour la barrière de la langue? Il n'y a pas les sous-titres pour la barrière de la langue, je suis vraiment désolé. OK. On lit que les ostéopathes peuvent traiter infection, constipation, problème de foie, hépatite, colite, problème biliaire, problème rénal. T'as-tu encore mal? Ouais! Avoir une ostéopathe en entrevue, ça s'est avéré beaucoup plus difficile que j'aurais pensé. Tous ces concepts-là expliquent le mouvement respiratoire primaire. Vous avez entendu ça? Non, c'est juste les ostéopathes. C'est juste les ostéopathes. J'ai des vertiges quand je me lève le matin. L'ostéopathie a été inventée en 1874 par Andrew Still. Il disait qu'il pouvait secouer un enfant pour arrêter la fièvre et qu'il pouvait guérir la coqueluche en lui tordant le cou. Si tu viens pas ramasser ta chambre, va t'amener voir Andrew Still! One osteopath said she could treat the neck by adjusting the liver. I would file this under the category of bullshit. Ça marche-tu? Appelle l'ambulance! Qu'est-ce qu'il leur reste exactement? Ils deviennent des physiothérapeutes. S'ils veulent avoir une œuvre professionnelle, il va falloir que ces gens-là prouvent la base scientifique de la connaissance et de la compétence qu'ils prétendent avoir. J'ai le résultat de votre contrôle périodique. Aïe, aïe, aïe! Est-ce que l'ostéopathie est supportée scientifiquement? Je veux m'en aller. Bon, on va refaire le tour de tout ça ensemble, mais c'était juste pour vous donner un peu un petit tableau en général de qu'est-ce que je fais comme travail essentiellement. Donc vraiment, je pose vraiment un regard critique, sceptique sur la question. Donc, et je donne la parole quand même aux gens de ce côté-là. Donc, j'ai fait une entrevue avec une ostéopathe. Je lui ai laissé l'opportunité de s'expliquer. Mais ensuite, je vais voir d'autres experts qui, eux, peuvent donner d'autres sons de cloche, évidemment. Donc, le plan ensemble, on va regarder premièrement les principes fondateurs de l'ostéopathie. On va discuter de la plausibilité scientifique. Est-ce que c'est plausible, les choses qu'ils nous disent? Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des données probantes, donc dans la littérature scientifique. Finalement, je vais dire quelques mots sur le futur de la profession. J'en ai à peu près pour 30 minutes pour faire cette présentation-là. Je dois faire quelques petits avertissements avant de commencer, d'accord? Premièrement, je ne suis pas ostéopathe, au cas où vous ne le saviez pas, d'accord? Et je n'ai pas non plus d'expertise dans le domaine. Je ne prétends pas être un expert de l'ostéopathie. Je suis pharmacien de formation et je ne connais pas spécialement l'ostéopathie. Donc, moi, je regarde cette profession-là avec mon parcours de scientifique, de professionnel de la santé. J'ai un regard extérieur sur la profession, mais je ne prétends pas être expert dans ce sujet-là. Deuxièmement, je ne suis pas contre l'ostéopathie non plus. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je me réjouis qu'il y ait plus de thérapeutes qui peuvent nous aider dans le système de santé. C'est pas un problème pour moi, en autant qu'ils font des choses qui sont basées scientifiquement. Donc, mon but, c'est vraiment de présenter les conclusions de ma recherche. Okay? Et à partir de là, on peut débattre ou discuter ensemble de qu'est-ce que vous pensez de ça et vous pouvez être en désaccord. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, parlons des principes fondateurs tout d'abord. L'ostéopathie a été inventée, en fait, dans les années 1800 par Andrew Still. Andrew Still, en fait, c'était une personne qu'on appelle souvent médecin, mais en fait, on n'est pas certain qu'il avait une formation médicale à la base. Ce qu'on sait, c'est qu'il semble avoir plutôt appris la médecine de son père. Son père était médecin et lui était un peu son apprenti. Et il aimait manipuler des grands os, apparemment, comme ça ici. Il y avait aussi des grandes bottes. Ça, je trouve ça quand même intéressant à mentionner. Donc, en 1846, Still décide de fonder une nouvelle médecine. Et il a fait ça quand même à l'âge de 18 ans. Ce que je trouve quand même ambitieux, n'est-ce pas? Quand tu as 18 ans et tu dis « je vais fonder une nouvelle médecine », c'est peut-être un peu condescendant. Mais bon, c'était ça qu'il a fait essentiellement.
On peut lire aussi qu'il fut un médecin très controversé parce qu'il guérissait avec ses mains. À vrai dire, c'est pas seulement pour ça qu'il était controversé. C'est parce que non seulement il guérissait avec ses mains, mais il prétendait aussi guérir toutes sortes de maladies et même certaines qualifiées d'incurables. Donc c'était quand même quelqu'un qui faisait des déclarations assez extravagantes, assez grandioses. Il faisait aussi des affirmations un peu étranges. Par exemple, il avait déjà affirmé avoir guéri un homme chauve, lui faisant pousser des cheveux de 3 pouces de long en une semaine de traitement d'ostéopathie. Donc, par exemple, vous voyez ici, vous voyez l'homme chauve, alors ça pourrait donner ça, comme ça, ici. C'est quand même assez efficace. Je ne sais pas où il l'a manipulé. C'est peut-être le crâne, le cuir chevelu. L'histoire ne le dit pas. Et vous l'avez peut-être entendu aussi dans la bande-annonce tout à l'heure, il disait qu'il pouvait secouer un enfant pour arrêter la fièvre, scarlatine, la laryngite et la diphtérie. Ce qui est quand même intéressant de... Voilà, c'est de la dynamisation, comme en homéopathie. J'adore ça. Est-ce que je peux te la voler? Je te vole cette blague-là. Et il disait aussi qu'il pouvait guérir la coqueluche en 3 jours en tordant le cou à l'enfant. C'est ça, exactement. C'est comme... Ah, t'es mort, ben t'es guéri, voilà. Donc, quand même particulier. Le patient est mort guéri. Oui, il est mort guéri, ça fonctionne. Je dois mentionner qu'il y a plusieurs types d'ostéopathie, d'accord? Donc, il y a l'ostéopathie musculo-squelettique, qui peut ressembler plus à la kinésithérapie, donc des manipulations au niveau des os, des articulations, etc. Mais il y a d'autres types d'ostéopathie. Il y a ce qu'on appelle la fasciathérapie, où on va manipuler les fascias. Les fascias, c'est pas les muscles, mais c'est les enveloppes des muscles. Donc, c'est ce qui recouvre les muscles et qui sépare les organes. Donc, c'est des espèces de grands filets transparents, un peu couleur blanche, qui séparent les différents compartiments dans le corps. Eux, ils disent qu'ils peuvent manipuler ça. Je vais y revenir un peu plus tard. Il y a aussi l'ostéopathie viscérale, donc c'est des manipulations au niveau des organes. Donc un ostéopathe pourrait dire, je vais te manipuler le foie, le pancréas, l'intestin, les poumons, etc. Et finalement, il y a l'ostéopathie crânio-sacrée, où on manipule le crâne. Donc eux, ils disent qu'ils peuvent manipuler les os du crâne et faire bouger la boîte crânienne pour finalement avoir des effets qui vont avoir des répercussions dans la colonne vertébrale. Donc ça, c'est les types d'ostéopathie. C'est quoi les principes fondateurs? Ces principes-là ont été énoncés par Andrew Still en 1846 ou dans ces eaux-là. Premièrement, premier principe, l'unité du corps. C'est-à-dire que tout problème dans le corps, tout problème de santé ou autre, va avoir des répercussions sur le corps entier. Donc, par exemple, si j'ai mal à une jambe, ben, je vais peut-être boiter. Et si je boite, ben, ça se peut que ça me crée des tensions ailleurs. Ça se peut que je devienne un peu croche ici parce que j'ai un problème dans ma jambe, mais ça a des répercussions sur le corps entier. Jusque-là, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Deuxièmement, la structure gouverne la fonction. Donc, on nous dit que la structure à l'intérieur du corps doit être en parfait état pour s'assurer que la fonction de cette partie-là du corps va bien fonctionner. Par exemple, si ma main est cassée, si je me suis fait une fracture dans la main, ben ma main ne sera peut-être plus fonctionnelle parce que sa structure a été altérée. Encore là, j'ai pas de problème avec ça dans la mesure où on me parle de ma main, de ma jambe, etc. Ensuite, le rôle de l'artère est absolu. C'est-à-dire que les ostéopathes, eux, par leur manipulation, veulent souvent s'assurer que les organes ou les parties du corps vont être bien nourris par le sang et la lymphe. En théorie, on présume que tous les organes de notre corps sont déjà bien nourris par le sang et la lymphe. C'est juste logique. Par exemple, si le cœur n'est pas bien nourri par le sang, on va faire un infarctus, je veux dire, ou si il n'y a pas de circulation dans votre jambe, vous allez avoir vous allez avoir une nécrose. Mais bon, eux, ils vont faire beaucoup des manipulations pour améliorer la circulation. Et finalement, l'autorégulation du corps, c'est donc comme dans beaucoup de thérapies alternatives ou les médecines douces, etc., ils vont nous dire que le corps est la pharmacie de Dieu. Ça, c'est une phrase d'Andrew Still, d'ailleurs, que je trouve quand même intéressante pour vous, en particulier. Mais en fait, le principe, c'est que le corps a la capacité de se guérir lui-même. Donc, on n'a pas à guérir le corps. Il faut simplement aider le corps à s'auto-guérir. Donc, ces principes-là, en soi, ne sont pas un problème. Comme je vous dis, on peut trouver des applications tout à fait logiques à ça. Mais les ostéopathes vont aller un peu plus loin là-dedans.
par exemple, ils vont dire que l'unité du corps, bien, si tu as un problème au niveau de ta jambe, ça peut avoir des répercussions au niveau de tes sinus ou de tes poumons, etc. Là, je commence à avoir un peu plus de problèmes. Là, ça commence à être un peu moins plausible. La structure gouverne la fonction. Donc, eux, ils vont dire que les organes sont mobiles et que, par exemple, si mon foie s'est un peu déplacé à gauche, à droite, en bas, en haut, bien, il sera peut-être plus aussi fonctionnel qu'il devrait l'être. Parce qu'encore une fois, la structure détermine la fonction. Donc là, vous voyez, il y a des possibilités ici d'aller extrapoler dans des domaines qui sont peut-être un peu moins scientifiques. Un des gros problèmes, c'est de définir la profession. Et au Québec, en ce moment, je vous disais que ils veulent se créer une profession. C'est un enjeu en ce moment. Le simple fait de vouloir définir qu'est-ce que c'est un ostéopathe et qu'est-ce que ça fait, en ce moment, c'est une difficulté. En fait, c'est le Collège des médecins qui m'a dit ça à moi. Parce que, regardez des choses qu'ils vont dire pour définir leur profession. Déterminer et traiter les restrictions de mobilité. Qu'est-ce que c'est une restriction de mobilité? Bien, si j'ai une jambe dans le plâtre, c'est sûr que là, je comprends qu'est-ce que c'est. Mais une restriction de mobilité au niveau du foie, par exemple, ou au niveau de ma cage thoracique, au niveau de mon diaphragme, moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. On nous dit que ça s'appuie sur une connaissance approfondie de l'anatomie. Mais en théorie, l'ensemble des professionnels de la santé devraient avoir une connaissance approfondie de l'anatomie. Donc, pourquoi est-ce qu'eux devraient avoir... En quoi est-ce que ça définit plus leur profession qu'un médecin orthopédiste, par exemple? Pas sûr de comprendre. On nous dit que les ostéopathes vont prendre compte de la globalité de l'individu. Ça, là, c'est un discours qui est très... Moi, j'entends des gens rire. C'est un discours qui est très fréquent dans les médecines alternatives, les médecines douces. On nous dit, moi, je ne vais pas seulement traiter la maladie, je vais traiter la totalité de l'individu que j'ai devant moi. Donc, je ne vais pas juste traiter ta jambe, mais je vais traiter ta composante psychologique, psychique, même spirituelle, des fois. Je trouve ça bizarre qu'on puisse traiter la composante spirituelle ou psychologique avec les mains, mais bon, ça, c'est une autre question. Et finalement, ils nous disent aussi qu'ils cherchent à traiter la cause des problèmes de santé. Merci de rire. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est un discours qui est très fréquent dans les thérapies alternatives. Ils vont nous dire, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, infirmières, etc., eux, ils traitent seulement les symptômes de la maladie. Nous, on traite la cause de la maladie. Mais qu'est-ce qu'ils considèrent comme la cause de la maladie? Bien, les causes, les maladies qu'ils considèrent ne sont pas les mêmes que les nôtres. Parce que, vous avez vu, ils sont capables de corriger une hépatite au niveau du foie avec des manipulations. Donc, forcément qu'ils ne considèrent pas les mêmes causes des maladies que nous. Donc, c'est sûr qu'ils traitent la cause, parce que c'est eux qui ont décidé quelle est la cause. On va y revenir un peu plus tard. Je vous ai mentionné tout à l'heure que l'ostéopathie a été inventée aux États-Unis. En fait, je pense que je ne l'ai pas dit, mais Andrew Still, c'était un Américain. L'ostéopathie a démarré aux États-Unis et ensuite elle s'est répartie un peu partout dans le monde. Donc très populaire en Europe, donc beaucoup d'ostéopathie. Il y a des associations d'ostéopathes. Ici en France, c'est reconnu comme une profession officielle. Le titre d'ostéopathe est un titre réservé. Donc il faut avoir fait un cours, etc. C'est allé au Canada. Au Canada, c'est assez populaire aussi. Ça s'est déplacé aussi au Moyen-Orient. Je sais qu'il y en a en Inde, entre autres, c'est assez fort là-bas. Mais fait intéressant, c'est que la profession s'est propagée dans le monde en utilisant les enseignements d'Andrew Still. Donc, toute l'idée qu'on peut, justement, l'unité du corps, la mobilité, les ajustements, l'idée qu'on peut tordre le cou à un enfant et le guérir de sa coqueluche et tout ça, là, donc l'école d'Andrew Still, c'est ça qui s'est réparti dans le corps. Il y a un seul endroit dans le monde où eux, ils ont décidé à un moment donné, « Hey, ça n'a pas vraiment de bon sens, ça n'a pas de sens. » Les enseignements d'Andrew Still, on devrait peut-être se débarrasser de ces enseignements-là pour que ça soit un peu plus sérieux. Savez-vous, c'est où cet endroit-là? Aux États-Unis, exactement. Ce qui est quand même fascinant. En fait, dans environ la moitié à la mi-1900 environ, là, autour de 1950, il y a eu des grosses discussions entre l'Association ostéopathique américaine et l'Association médicale américaine. Les deux ont commencé à se parler en disant comment est-ce qu'on pourrait essayer de travailler ensemble pour renforcer un peu la crédibilité de la profession d'ostéopathe, parce qu'eux, ils voyaient la valeur là-dedans. Et ici, là, la déclaration, je la trouve fantastique. C'est un médecin à l'époque qui a fait un discours à l'association médicale. Il a dit « Nous ne pouvons aider l'ostéopathe à améliorer son éducation ou sa valeur pour le public tant que sa formation ne sera pas médicale plutôt que sectaire. » Parce que pensez-y, qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'une secte ou d'un culte?
c'est qu'on va suivre les enseignements d'une personne pour l'éternité. Hein? Et ces enseignements-là ne doivent jamais être remis en question. Donc, même si les découvertes scientifiques indiquent autre chose, si le chef du culte a dit ben les êtres humains viennent de la planète Xantor et a été inventé par les extraterrestres, on est obligé de continuer à suivre les enseignements du chef. Donc, eux, ils ont vu essentiellement l'ostéopathie dans sa forme comme elle était, comme une secte, comme un culte. Et ils ont complètement éliminé ces enseignements-là. Présentement, en 1954, Andrew Steele, son nom a été rayé, en fait, de la convention de l'Association ostéopathique américaine. Et aujourd'hui, de nos jours, les ostéopathes sont devenus des médecins. C'est-à-dire qu'un médecin ou un ostéopathe aux États-Unis, c'est la même chose. Même chose. Si vous allez voir un ostéopathe aux États-Unis, il va vous prescrire des médicaments, il va vous faire une chirurgie peut-être, il va vous faire un diagnostic, il ne va pas vous manipuler. Là, okay? La vaste majorité des ostéopathes aux États-Unis ont complètement délaissé les principes fondateurs de l'ostéopathie. Ils ne pratiquent presque plus de thérapie manuelle. On parle de 95% et plus des ostéopathes. Donc c'est quand même fascinant de voir que dans le pays où ils ont inventé l'ostéopathie, c'est eux-mêmes qui se sont rendus compte ça n'a pas d'allure, l'ostéopathie. Il faut qu'on change ça. Mais dans le reste du monde, donc en France, au Québec, etc., nous, on continue à suivre les enseignements de base. Discutons de la plausibilité scientifique maintenant. En fait, est-ce qu'il y a des questions sur la petite histoire que je viens de vous présenter? Oui? Par rapport à ce que je veux dire, sur les États-Unis, on a l'impression que c'est la même chose que les médecins, mais c'est quoi la spécialité médicale? Il y a des médecins qui sont ostéopathes et ils font un truc spécial ou c'est vraiment comme... Excellente question. La question, c'est est-ce que c'est une spécialité de la médecine? Donc, est-ce que c'est des médecins qui peuvent choisir de se spécialiser en ostéopathie? En fait, non. C'est 2 programmes d'études. Donc, vous avez le doctorat en ostéopathie et le doctorat en médecine. Sauf que quand vous êtes docteur en médecine ou en ostéopathie, vous avez les mêmes droits, les mêmes actes, etc. Donc, en bout de ligne, il n'y a aucune différence entre les 2 professionnels. D'ailleurs, en ce moment, ça se discute. Il y a certaines instances qui se disent pourquoi avoir 2 programmes qui mènent à une profession identique avec 2 titres différents. Donc, ils songent à peut-être fusionner les deux pratiques éventuellement. Avoir un seul qui serait, je sais pas, ce serait probablement médecin, mais voilà. Bon, excellente question. Quelle est la relation avec la chiropratie? La différence avec la chiropratie? C'est très différent en fait. Les enseignements de la chiropratie sont vraiment complètement différents. En fait, dans un certain sens, ça peut faire penser à l'ostéopathie, excepté que pour eux, la cause, toutes les causes des problèmes de santé viennent en fait de la colonne vertébrale et de certains problèmes qu'ils appellent des subluxations, là, qui seraient des micro-débalancements au niveau de la colonne vertébrale. Donc, pour l'ostéopathe, le problème, c'est des problèmes structuraux, mais qui ne se limitent pas à la colonne vertébrale. Donc, ça peut être un problème au niveau de la structure du foie. Le foie n'est pas bien placé. Les fascias, il peut y avoir des tensions ou des restrictions au niveau des fascias, des choses comme ça. Donc, les ostéopathes, ils ont plus de différentes causes. Mais il y a quand même une ressemblance entre les deux. Plausibilité scientifique, maintenant. Ici, c'est une phrase que j'ai pu lire sur le site web d'une clinique d'ostéopathie de Montréal, d'où je viens, au Québec. Et je vous dirais que c'est la phrase qui m'a décidé à faire un épisode sur l'ostéopathie. Alors, vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo tout à l'heure, il n'est ainsi pas rare pour une ostéopathe de soulager un torticolis, hein, donc d'avoir un blocage au niveau du cou, en travaillant uniquement l'intestin ou le foie. Donc, imaginez, c'est quand même fascinant. Parce que ça veut dire que vous allez voir un ou une ostéopathe, vous lui dites « j'ai un torticolis, donc je suis bloqué au niveau du cou », et elle va dire « parfait », et elle va commencer à vous manipuler ici. Là. Puis là, vous dites « non, mais attends, mon problème n'est pas là, il est ici ». Mais elle va dire « non, mais c'est correct parce que tout est connecté dans le corps à l'intérieur. Donc, je te manipule le foie parce que ton problème il est au niveau du foie. Tu as mal dans le cou, mais le problème est ici. » C'est quand même un peu surprenant. Comment il explique ça? Il explique ça avec les fascias. Il y en a qui appellent ça les fascias. Là. Qu'est-ce que vous dites ici, ou juste? OK, fascia. Les fascias. Par exemple, ici, j'ai une pièce de viande. Les fascias, en fait, on ne le voit pas super bien, mais c'est ici, par exemple, vous allez avoir une sorte d'enveloppe qui est, disons, translucide, semi-transparente, et cette enveloppe-là va
séparer en fait, elle enveloppe les muscles, elle sépare les différents organes, et c'est ça qui fait que les organes ne peuvent pas se déplacer n'importe où. Donc, votre foie, il est là, il ne va pas aller là ou là ou là. Tout est séparé avec des fascias. Et la théorie qui est vraiment importante en ostéopathie, c'est la théorie de la continuité des fascias. Donc, tous les fascias à l'intérieur du corps sont connectés. Et c'est comme ça qui explique que si je te manipule ici, ben, je vais avoir des effets ici, parce que tout est connecté. Donc, théoriquement, un ostéopathe pourrait traiter le pied pour avoir un effet au niveau de la mâchoire. Parce qu'encore une fois, ça connecte via les fascias, vu qu'ils sont continus. Bon, j'ai fait une petite recherche à ce niveau-là. Il y a déjà des anatomistes qui ont vérifié. Est-ce que c'est vrai que tous les fascias sont connectés dans le corps? La réponse, en fait, c'est non. Donc, par exemple, ici, il y a certaines connexions au niveau des fascias que les ostéopathes utilisent qui n'existent pas en réalité. Donc, ils ont fait des autopsies sur des cadavres, ils se sont rendus compte que c'est pas vrai que tous les fascias sont connectés dans le corps. Mais il y a quand même des grandes sections qui sont effectivement connectées. Par exemple, regardez ici, le bas des jambes, donc regardez même jusqu'au talon, c'est connecté jusqu'au haut de la tête. Donc, il y a quand même quelque chose là. Hein? Donc, quand les ostéopathes disent ben les fascias sont tous connectés, on peut avoir des actions à travers le corps, on ne peut pas nécessairement les contredire, vu qu'effectivement, oui, il y a certaines connexions qui se font. Peut-être pas toutes les connexions qu'ils vont dire, mais il y en a certaines. Par contre, il faut être prudent quand on dit des choses comme ça, parce que est-ce que le fait que des structures soient toutes connectées entre elles, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très spécial dans le corps? Pas tant que ça. Il y a plein de structures qui sont déjà connectées. Par exemple, les vaisseaux sanguins, la peau, le sang, les canaux lymphatiques, les tissus interstitiels, tout ça, c'est déjà connecté à travers le corps. La peau, par exemple, c'est pas parce que je manipule votre peau au niveau du genou que je peux avoir un effet au niveau du coude. Donc, il faut faire attention quand même. Vous souvenez-vous, est-ce qu'il y en a qui ont entendu ça l'année dernière? Il y a eu une nouvelle, ici, ça c'est un site français, n'est-ce pas? Il a dit que l'interstitium était un nouvel organe qui venait d'être découvert. Vous en avez entendu parler? Donc, l'interstitium, c'est supposément des tissus, en fait, qui recouvrent les différents organes, etc. Et eux annonçaient que tout ça s'était connecté ensemble. Bon, dans les faits, il y a certaines personnes qui ont fait des vérifications là-dessus. Premièrement, ce n'était pas un nouvel organe, c'était des structures qu'on connaissait déjà. Et effectivement, elles sont connectées, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont tout simplement... Ils ont fait de l'imagerie d'une façon un peu différente qui a permis de les voir mieux. Donc, ils ont amélioré l'imagerie au niveau de l'interstitium, mais dans les faits, c'était déjà connu. Mais savez-vous quoi? Il y a des acupuncteurs qui ont sorti en disant que l'interstitium pouvait maintenant expliquer l'acupuncture. Oui, parce que si l'interstitium, c'est un nouvel organe qui est connecté partout à travers le corps, bien, ça pourrait expliquer pourquoi en acupuncture, on peut mettre une aiguille au bout de l'orteil, ou du gros orteil, et avoir un effet au niveau de la rate ou du foie ou du cou, je sais pas. Voyez? Donc, ils ont sauté sur l'occasion au niveau de l'interstitium. Est-ce que c'est vraiment plausible? Non, parce qu'encore une fois, d'avoir des structures connectées entre elles, ce n'est pas quelque chose d'unique au niveau du corps. Pas pour l'interstitium, pas pour les fascias non plus. Les ostéopathes vont beaucoup s'attaquer à ce qu'ils appellent des restrictions, ou encore des tensions, ou des problèmes de mobilité. Encore une fois, je vous ai dit tantôt, au niveau des organes, j'ai pas de difficulté à imaginer... au niveau, des membres, c'est logique. Je peux avoir des tensions au niveau du cou, une difficulté de mobilité au niveau de ma main, au niveau de ma jambe. Mais eux, ils vont aller au niveau des organes aussi. Donc, par exemple, ils vont dire que le diaphragme, donc le muscle qui va pousser la cage thoracique vers le haut, vers le bas, peut avoir des tensions ou des restrictions et que tout ça, ça peut avoir des effets sur la respiration. Et donc, si on relâche des tensions au niveau du diaphragme, on pourrait, par exemple, traiter l'asthme. Ils vont aussi dire que les organes peuvent avoir des problèmes de mobilité. Donc, par exemple, ici, si j'ai des tensions ou des restrictions autour de mon foie, bien, mon foie devient peut-être moins mobile. Et si mon foie est moins mobile, ça peut affecter sa fonction. Donc, peut-être que mon foie va être moins bon pour détoxifier mon organisme, par exemple. C'est vrai, c'est ça qu'ils disent. Et là, voyez-vous, ici, on voit sur l'image, c'est une manipulation profonde. Donc, quand ils vont faire de l'ostéopathie qu'ils appellent viscérale, ils vont aller toucher aux viscères. Donc, ils vont essayer d'aller toucher aux fascias qui en recouvrent le foie ou les autres organes pour aller défaire les restrictions ou les tensions. J'ai quelques questions, moi, en lien avec ça. Premièrement, pourquoi un organe serait-il sous tension? Pourquoi mon foie serait sous tension? Pourquoi j'aurais des tensions au niveau de mon foie? Est-ce que j'ai trop travaillé avec mon foie? Je sais pas.
sais, est-ce que j'ai comme fait un déménagement et mon foie a vraiment forcé fort, tu sais? Peut-être si vous avez bu beaucoup de bière, tu sais, en déménageant, mais je sais pas. Déjà, je comprends pas pourquoi des organes seraient sous tension. Deuxièmement, en quoi une tension affecte-t-elle le fonctionnement de l'organe? Parce que, par exemple, prenons le foie encore. Le foie fonctionne avec des concepts biochimiques. À l'intérieur du foie, vous avez des hépatocytes qui vraiment fonctionnent avec des réactions chimiques, enzymatiques. Le fait que le foie soit sous tension, que les fascias soient tendus, ne devrait pas affecter le fonctionnement purement biochimique du foie. Je ne comprends pas le lien entre les deux. Et finalement, pourquoi les ostéopathes sont-ils les seuls à pouvoir sentir une restriction? Parce que si vous allez voir un médecin et vous lui dites « j'ai une restriction au niveau de mon foie », premièrement, il va vous regarder croche. Il va faire comme... Croche de travers, voilà. Merci. Il va vous regarder de travers. Donc, pourquoi les ostéopathes sont les seuls à pouvoir diagnostiquer une restriction au niveau du foie, une tension au niveau du diaphragme, une tension au niveau de la rate? C'est étrange quand c'est les seuls professionnels à faire ça. Ils vont aussi faire des manipulations vaginales. Oui. Et d'ailleurs, quand je parlais de traiter l'infertilité tout à l'heure, c'est comme ça qu'ils le font. Donc ici, on le voit, l'ostéopathe insère 2 doigts comme ça à l'intérieur, et là, il va faire des mouvements comme ça. Ça provoque des réactions assez fortes dans la salle, c'est intéressant. Ici, vous voyez, il rentre une main à l'intérieur comme ça. Il va aller pousser l'utérus vers le haut, l'autre main pousse vers le bas comme ça. Ça a l'air, mon Dieu, il rentre fort là-dedans. C'est comme, voyez-vous, sa main ici rentre plus profond que celle-là. Je viens juste de remarquer ça. Et là, il va faire des mouvements de va-et-vient sur l'utérus et blablabla. Oui, c'est sérieux. J'ai pris ça sur un site d'ostéopathie français en plus. Vous voyez? .fr. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui cause l'infertilité? L'infertilité, c'est un problème de santé complexe. Évidemment, il n'y a pas une seule cause. Il peut y avoir, par exemple, ce qu'on appelle de l'endométriose, qui est des adhérences au niveau de l'utérus. Donc, peut-être que dans un cas comme ça, de venir mobiliser l'utérus, OK, peut-être que dans un cas comme ça, je pourrais comprendre. Mais généralement, l'infertilité, c'est beaucoup plus relié à des principes biochimiques. Donc, il y a des problèmes au niveau des hormones, au niveau de la production de spermatozoïdes. Ça peut être l'ADN dans les spermatozoïdes qui se dégrade. Ça peut être le pH au niveau du liquide utérin. Donc, c'est des choses qui sont biochimiques. Donc, en quoi est-ce que de venir manipuler l'utérus va changer ces principes-là biochimiques? Ça ne semble pas très plausible. Et évidemment, pour l'infertilité pour les hommes, comment est-ce qu'ils font ça? Bon, je sais pas, j'aime mieux pas le savoir, honnêtement. Je me suis pas rendu jusqu'à l'essayer. Ils vont faire aussi de l'ostéopathie chez les bébés. Et le but ici, c'est pas tant de traiter des problèmes de santé, mais plutôt de les prévenir. Donc, eux, ils disent qu'ils peuvent sentir des débalancements au niveau des structures, par exemple au niveau du cou, au niveau du crâne, etc. Et eux, ils disent qu'ils peuvent traiter ça. Ils disent qu'ils peuvent aussi soigner les otites. Si un enfant a des otites à répétition, eux, ils disent qu'ils peuvent changer un peu la position des os, donc de l'os, je pense, temporal bref, je l'ai un peu plus loin, là, mais je pense qu'ils peuvent changer l'os temporal de place pour venir traiter les bébés de leurs otites. Ils vont aussi faire des manipulations chez les femmes enceintes. Bon, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire ici exactement, là. Je ne sais pas s'il est en train de mesurer son ventre ou est-ce qu'il bouge, je ne sais pas. Mais ils font des manipulations chez les femmes enceintes pour traiter différentes choses. Il y a aussi l'ostéopathie crânio-sacrée, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, si on regarde le crâne, en fait, est formé de plusieurs os. Par exemple, ici, l'os pariétal, occipital, temporal, l'os frontal. Tout ça, OK, évidemment, vous comprendrez que ça s'assemble quand on est bébé, en fait, dans le ventre de notre mère. Et c'est mobile. Ces os-là sont mobiles jusqu'à un certain âge. Un bébé, vous pouvez effectivement lui modifier la position des os. Mais en fait, tous ces os-là sont fusionnés à partir de l'adolescence. À partir de l'adolescence, ces os-là ne peuvent plus bouger. Okay? Donc, eux, ils vont mettre les mains au niveau du crâne et ils disent qu'ils peuvent, bouger les os, ce qui est déjà étrange parce que, encore une fois, les os sont fusionnés. Et plus que ça, ils disent qu'ils peuvent sentir des débalancements ou en fait des problèmes structuraux à, je l'ai ici, vérifier la mobilité des os à un 10 millionième de mètre près. Un 10 millionième de mètre près.
Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'unité de tout ça en passant? De quoi? Micromètre? Un 10 millionième? Ouais, c'est au micromètre. Je pense que c'est au micromètre, en tout cas. C'est 10 millionièmes, c'est encore en 100 nanomètres. 100 nanomètres? OK. Donc, eux, ils pourraient sentir, par exemple, qu'il y a une différence anormale de 100 micromètres, 100 nanomètres entre deux os ici. On s'entend que là ça, c'est de la sensibilité extrême là, au niveau des mains pour être capable de sentir ça. Et eux, ils disent que ça vient avec l'expérience et ils disent que ils apprennent ça à travers leur formation. Donc, si vous parlez à des ostéopathes, moi, j'ai parlé à une ostéopathe pour mon émission et elle m'a dit, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, on passe tellement de temps à faire de la manipulation, à faire de la palpation, qu'on finit par être capable de les sentir, ces choses-là. Donc, on exerce notre doigté à un niveau qui devient extrême. Et maintenant, j'aimerais ça vous partager quelque chose que j'ai lu sur un site. Est-ce qu'il y a ici des gens qui connaissent Quackwatch? Un site américain de scepticisme très connu. Il y a un article qui est excellent sur l'ostéopathie. Vous irez le lire. C'est un des meilleurs articles que j'ai pu lire sur le sujet, un article sceptique. Et il y a, dans les commentaires à la fin, il y a des étudiants en ostéopathie qui vont commenter, ils vont écrire dans les commentaires et ils partagent certains témoignages. Et voici le témoignage d'un des étudiants en ostéopathie. Il nous dit... Les laboratoires à l'école que nous avons sont très étranges. La plupart du temps, nous passons nos doigts sur nos partenaires en quête de mouvement. Donc, ils cherchent, ils tâtent, puis ils essaient de sentir des choses. On nous dit, avant même de commencer, ce que nous devrions ressentir en termes descriptifs. Donc, on leur dit, là, tu vas tâter la tête ou les pieds, et là, tu vas commencer à sentir telle chose. Et ensuite, il semble que beaucoup de ce que les gens pensent réellement ressentir soit provoqué par les suggestions des professeurs. C'est logique, parce qu'encore une fois, l'autosuggestion, c'est très fort. Si un professeur dit aux étudiants, vous allez mettre vos mains sur la tête du patient, et là, fermez vos yeux, et là, apprenez à sentir les fluides. C'est vrai, ils parlent de fluides. Ils disent aussi qu'il y a une forme de respiration. Ils appellent ça le mouvement respiratoire primaire. Donc, ils disent, apprenez à ressentir le mouvement, la respiration, les fluides circuler, etc. Mais si le prof vous dit ça, puis qu'il vous dit exactement ce que vous êtes supposé ressentir, il y a des bonnes chances que vous allez le ressentir, ne serait-ce que par autosuggestion. Donc, c'est quand même fascinant qu'eux ne se rendent pas compte de ça. Mais encore une fois, quand on fait la formation, on finit par développer certains biais. Donc moi, je doute fortement qu'on peut exercer sa sensibilité à 100 nanomètres près, n'est-ce pas? Je pense que c'est tout à fait normal d'avoir ce doute-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la plausibilité scientifique? Oui? Il y a une publication sur l'ostéopathie? C'est ce qu'on va faire à l'instant. La question était, est-ce qu'il y a des revues, des publications, etc.? Oui, tout à fait. Alors, parlons des données probantes. Donc, qu'est-ce qui a été publié sur la question? Parce qu'encore une fois, en médecine, normalement, on va pratiquer ce qu'on appelle la médecine fondée sur les données probantes. Ça, c'est une chose. Mais, donc, on va regarder la littérature scientifique. C'est pas suffisant, d'accord? Il faut toujours... En fait, ce qu'on devrait plutôt appliquer, c'est la médecine fondée sur les données probantes et la science. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui a été publié, mais aussi, c'est quoi la plausibilité scientifique? Parce que vous savez probablement qu'il y a des études qui ont été publiées sur l'homéopathie qui sont positives. Donc, si on se fie là-dessus, on va se dire, l'homéopathie peut fonctionner. Mais encore une fois, il faut combiner les données probantes avec la plausibilité scientifique. Quand on combine les deux, c'est là qu'on est capable d'avoir un réel portrait de la situation. Donc là, on vient de faire la plausibilité. Regardons les données probantes. Il y a un groupe en France qui s'appelle Cortex. Est-ce que vous connaissez? Bon, on est tous des fans de Cortex ici, je veux dire. Ils font un travail qui est absolument exceptionnel au niveau de l'esprit critique, au niveau de la zététique, etc. Ils font de l'excellent travail et ils font aussi, et moi je ne savais pas qu'ils faisaient ça, mais ils font aussi de la recherche, en fait, sur certaines thérapies ou etc. Et ils vont faire, entre autres, ce qu'on appelle des revues systématiques. Une revue systématique, c'est quoi? C'est qu'on va prendre toute la littérature sur un sujet donné et on va prendre chaque étude et on va l'analyser de manière critique. On va évaluer la méthodologie, les biais, etc. Et donc, on va déterminer est-ce que cette étude-là est fiable. Si elle est fiable, on va l'intégrer dans une grande analyse qu'on va faire par la suite, qui peut prendre la forme d'une méta-analyse, par exemple, donc des analyses statistiques très poussées. Mais le point intéressant là-dedans, c'est qu'ils vont vraiment aller
évaluer la qualité de chaque étude individuellement. C'est un travail de moine. C'est un travail qui prend souvent des années, qui coûte extrêmement cher, très complexe. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup des revues systématiques dans la littérature scientifique. Mais quand on en a, c'est le meilleur niveau de preuve qu'on peut avoir. Donc, Cortex ont publié plusieurs publications, en fait, sur l'ostéopathie. 2 revues systématiques, en fait. Une sur l'ostéopathie viscérale, donc au niveau des organes. Une sur l'ostéopathie crânienne. Ils ont aussi fait un mémoire sur la fasciathérapie, donc la thérapie au niveau des fascias. Et ils ont publié d'autres rapports aussi sur la question. La conclusion de tout ce qu'ils ont fait là-dessus, la conclusion est très claire. Il n'y a pas de preuve suffisante, OK? En fait, c'est pas ça que je voulais montrer. Il n'y a pas de preuve suffisante, premièrement, pour supporter les concepts en ostéopathie de type viscéral ou crânien. Donc, de dire qu'on peut manipuler le foie, des choses comme ça, qu'on peut manipuler les os du crâne, tout ça, ces affirmations-là, ne sont pas supportées par des données probantes. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que c'est faux? Non. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de littérature pour supporter ces choses-là. Donc, le fait qu'un professionnel de la santé fasse des interventions comme celle-là, sans que ce soit supporté par des données probantes, théoriquement, c'est un problème éthique, là, parce que, comme pharmacien, comme médecin, on doit baser nos interventions sur des données probantes. Donc, c'est un peu étrange. Et ils vont même un peu plus loin. Dans le cas de l'ostéopathie viscérale, ils vont dire aucun des concepts spécifiques à l'ostéopathie viscérale n'est fondé. Donc, encore une fois, l'ostéopathie viscérale de manipuler les organes, la mobilité du foie, etc., ce n'est pas quelque chose qui est plausible scientifiquement. Donc, c'est un problème. Donc, ça, c'est Cortex. Il y a un chercheur en Angleterre qui s'appelle Edzard Ernst. Est-ce qu'il y en a ici qui le connaissent? Oui? Encore là, probablement plusieurs fans d'Edzard Ernst ici dans la salle, j'en suis un moi-même. Vous l'avez peut-être vu dans mon vidéo, d'ailleurs, j'ai eu le privilège de l'interviewer. C'est une de mes idoles, personnellement, Edzard Ernst. Mais c'est pas juste seulement une de mes idoles parce qu'il dit les choses que j'aime. En fait, Edzard Ernst, c'est le plus grand chercheur sur les thérapies alternatives dans le monde. Il a mené une équipe de recherche qui avait une vingtaine de personnes qui travaillaient pour lui. Il y avait une chaire universitaire en recherche sur les thérapies alternatives. Essentiellement, c'est une légende. C'est quelqu'un qui est très rigoureux. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière aussi comme homéopathe, en fait comme médecin homéopathe. Donc, et lui, il a fait commencer à faire de la recherche là-dessus parce qu'il voulait démontrer que l'homéopathie fonctionnait. Et il s'est rendu compte que c'était plutôt l'inverse. Et là, ensuite, il s'est dit... Qu'est-ce que je pourrais découvrir avec les autres thérapies alternatives? Donc, c'est quelqu'un, je crois qu'on ne peut pas accuser d'avoir un biais à la base. Et donc, il a fait énormément de recherches sur presque toutes les thérapies alternatives, donc produits naturels, etc. Et lui, il a publié quelques revues systématiques sur l'ostéopathie. Une sur ostéopathie et douleur, donc qui est une utilisation conventionnelle, on va dire, le musculo-squelettique. Ostéopathie crânienne et aussi l'ostéopathie pédiatrique chez les bébés. Et je vais attirer votre attention à ce niveau-là. Sa conclusion était que l'efficacité pour les conditions pédiatriques reste non prouvée en raison de la pauvreté et de la faible qualité méthodologique des études. Donc, encore une fois, de faire de l'ostéopathie chez les bébés, ce n'est pas supporté scientifiquement. Encore là, c'est un problème potentiellement éthique. Et remarquez ici qu'est-ce qu'il mentionne. Il dit « en raison de la pauvreté et de la faible qualité méthodologique des études ». Autrement dit, il y en a des études. Et encore une fois, il y a toujours des études. Il y a des études sur l'homéopathie, il y a des études sur la guérison par les anges, il y a des études sur la prière thérapeutique. Je veux dire, il y a des études sur tout. La question, c'est pas est-ce qu'il y a des études. La question, c'est quoi la qualité de ces études-là. Et je vais vous montrer 2 exemples de ça en ostéopathie, 2 situations problématiques par rapport aux études qui sont publiées. Ici, c'est une étude qui a été publiée sur l'ostéopathie au Québec, en fait. Ça s'appelle la dysfonction ostéopathique de l'os temporal et l'otite moyenne aiguë chez le jeune enfant. Donc, encore une fois, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de dire, on va identifier les enfants qui ont un problème au niveau de l'os temporal. Donc, l'os temporal est mal placé. Et à ce moment-là, on va faire un lien avec les otites. Et donc, ils ont fait une étude, et là, vous lisez ça, et à la fin, évidemment, ça dit que c'est efficace. Donc, leur conclusion, c'est que si on est capable de faire un lien entre les traitements ostéopathiques de la dysfonction de l'os temporal et de traiter des otites. Moi, j'ai présenté cette étude-là à Edzard Ernst quand je suis allé le voir en Angleterre plus tôt cette année. Je lui ai présenté cette étude-là et je lui ai dit, pourriez-vous, s'il vous plaît, l'analyser de façon critique et me dire, parce que lui, c'est ça sa spécialité. Et essentiellement, ce qu'il m'a dit, c'est que cette étude-là n'a absolument aucune validité scientifique. Pour 2 raisons assez simples. Premièrement, il n'y a aucun groupe placebo. Donc,
Vous savez un peu comment ça marche, les groupes placebo, il n'y a pas de groupe contrôle. Donc, vous avez un ou une ostéopathe qui fait des traitements et qui dit, ben voilà, ça fonctionne. Mais ils n'ont jamais testé si une personne qui faisait d'autres traitements, qui prétendait être de l'ostéopathie, mais qui n'en était pas, un groupe contrôle, et de voir c'était quoi l'efficacité. Parce que c'est peut-être 100% de l'effet placebo. Donc déjà, cette étude-là n'a aucune validité. Mais il m'a fait remarquer quelque chose que j'ai trouvé encore plus intéressant. Une dysfonction ostéopathique de l'os temporal. C'est quoi ça exactement? Parce que si vous lisez dans l'étude, ça va dire qu'ils ont sélectionné les enfants qui présentaient une dysfonction de l'os temporal telle qu'identifiée par un ostéopathe. J'ai cherché sur Google dysfonction de l'os temporal. C'est seulement des références en ostéopathie qui me sont sorties. Mais savez-vous quoi? La dysfonction de l'os temporal, c'est une condition, un problème de santé qui n'existe qu'en ostéopathie. Donc, encore une fois, quand ils disent qu'ils nous disent que c'est tel qu'évalué en ostéopathie, donc l'ostéopathe diagnostique un problème qui n'est connu que des ostéopathes, et ensuite, ils vont faire un lien avec les otites. Mais personne d'autre aurait pu faire ce diagnostic-là, donc c'est sûr qu'ils vont faire un lien, parce qu'eux sont les seuls à être capables de faire ce diagnostic-là. Donc, ils vont faire le diagnostic, et ensuite, ils suivent les otites, et là, ils disent, ben oui, regardez, cet enfant-là, il avait une dysfonction de l'os temporal, puis son otite est partie. Mais demander à un médecin c'est quoi une dysfonction de l'os temporal, il ne sait pas c'est quoi. C'est quand même fascinant. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que la littérature sur l'ostéopathie à travers le monde est essentiellement contrôlée par quelques grands groupes. Autrement dit, vous avez des groupes de recherche dans le monde qui vont publier une masse d'études sur l'ostéopathie. Par exemple, ici, il y a un groupe aux États-Unis, qui est le nom du chercheur, c'est Lee Chiardone, qui est au Texas. Et regardez tout ce qu'ils ont publié. Ils ont publié récemment 8 différentes études sur l'ostéopathie dans plein de problèmes de santé. Et évidemment, dans les 8 différentes études, ça fonctionne magnifiquement bien. Donc ça, c'est un problème, parce que si c'est toujours les mêmes chercheurs qui font les études, on peut se questionner à savoir si, c'est parce que s'il y a un biais là-dedans, on fait juste reproduire le même biais à l'infini. Donc, normalement, on devrait s'attendre à plusieurs chercheurs qui font des recherches sur la question. Dans le cas de l'ostéopathie, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt les mêmes groupes de recherche qui vont faire toute la recherche, donc ils vont monopoliser finalement la littérature scientifique. Encore là, est-ce que c'est une preuve que c'est pas bon? Non, mais c'est un signal d'alarme comme quoi que c'est vraiment pas l'idéal. Et vraiment, il y a 2 anatomistes américains qui ont fait, encore là, une revue de littérature sur l'ostéopathie. Et pour moi, une des phrases qu'ils ont écrites dans un éditorial, je trouve que cette phrase-là me parle. Ils disent que l'ostéopathie viscérale et crânienne, entre autres, ça repose sur un système de croyances qui relève de la pensée magique et qui n'a pas sa place compte tenu des connaissances scientifiques modernes. Ouch! Ça fait mal. Mais c'est un peu ça la réalité quand même. Je veux dire, on n'a pas de plausibilité scientifique, d'une part, et on n'a pas non plus de littérature scientifique qui appuie ce qu'on fait. Donc, c'est un gros problème quand même, là. Donc, scientifiquement, l'ostéopathie, ça tient à pas grand-chose. Et je crois que les ostéopathes sont au courant de la situation, là. Je ne crois pas qu'ils seraient surpris d'entendre ma présentation aujourd'hui. Je crois qu'ils le savent, mais que c'est un peu un secret de polichinelle. Est-ce que ça existe comme expression, ça, en France? C'est comme si personne ne veut vraiment en parler, tu sais. Mais c'est quand même ça, la situation. Est-ce qu'il y a des questions sur les données probantes avant que je termine avec Futur de la profession? On a entendu beaucoup de choses sur l'ostéopathie viscérale et crânienne, etc. et tout. Concernant l'ostéopathie pour la manipulation squelettique, etc., tout ça, il y a des données autres? En fait, oui, la question c'est pour l'ostéopathie purement musculo-squelettique. Là. Oui. Okay? Est-ce qu'il y a des données? En fait, Ernst, ici, a fait une revue systématique sur ostéopathie et douleurs. Donc, des douleurs purement musculaires, etc. Et lui, ce qu'il a déterminé, en fait, c'est que ce n'est pas plus efficace que d'autres types de thérapies manuelles. Donc, ce qu'un kinésithérapeute pourrait faire, physiothérapeute au Québec, etc. L'efficacité, ça ne semble pas être plus efficace. Donc, c'est quoi l'avantage d'aller voir un ostéopathe versus un kinésithérapeute, un physiothérapeute? On ne peut pas savoir. Et là, on est dans un domaine encore là qui est très précis. Là. On est dans des thérapies vraiment musculo-squelettiques. Évidemment, on ne parle pas de tout le reste là-dedans. Et je termine sur Futur de la profession. N'est-ce pas? Bon. Alors, je vous fais un petit résumé des problèmes actuels par rapport à l'ostéopathie. Premier problème, l'ostéopathie revendique la totalité du champ d'action de la médecine. Rappelez-vous au début, là, eux, ils disent qu'ils peuvent traiter non seulement les muscles, les articulations, mais aussi le foie, l'infertilité, les infections, le zona, l'épilepsie. Donc, c'est comme si vous preniez toutes les professions médicales et un ostéopathe, ça peut faire tout ça.
C'est un problème, là, parce que nous, au Québec, par exemple, je pense qu'il y a 70 différentes spécialités en médecine. Eux, ils peuvent tout faire. Ça regarde mal. Deuxièmement, les fondements scientifiques sont discutables pour l'ostéopathie viscérale et crânienne. J'ai utilisé le mot discutable, c'est un euphémisme. Les données probantes sont insuffisantes. Et encore une fois, quand je dis insuffisantes, il y en a des données probantes, mais en ce moment, on n'est pas capable, c'est de qualité tellement douteuse qu'on ne peut pas rien conclure, et ça, c'est un gros problème. Tout ça, on vient d'en parler déjà. Mais là, je vais vous parler de 2 derniers problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'écarts au niveau de la formation. Donc, comment sont formés les ostéopathes? Et deuxièmement, il y a un encadrement qui est très variable de la pratique selon les différents pays. Ici, en France, les ostéopathes, c'est des professionnels de la santé. Donc, vous avez un truc, ça s'appelle le syndicat français quelque chose d'ostéopathe. En tout cas, je m'excuse, je me souviens pas du nom. En tout cas, je me souviens plus du nom, mais bref, vous irez chercher SFDO. Donc, voyez ce qu'ils disent. Il y a des formations. Les formations, c'est pas offert à n'importe qui. Il faut déjà avoir, par exemple, il y a différentes voies. Donc, regardez ici, il faut être bachelier ou titulaire d'un diplôme de professionnel de la santé. À ce moment-là, on peut faire le cours. Si vous êtes docteur en médecine, vous pouvez faire une formation universitaire supplémentaire. Donc, vous voyez, ça s'adresse seulement aux professionnels de la santé. Déjà, c'est un peu mieux que ce qu'on a dans d'autres pays. Parce que je vais vous montrer c'est comment au Québec dans un instant, puis vous allez trouver que c'est quand même pas extraordinaire. Mais bon, donc c'est très bien encadré en France. Encore là, on s'entend, là, je veux juste être clair. Là. Le fait que ça soit bien encadré, qu'il y ait une bonne formation, ne veut pas plus dire que c'est scientifiquement valide. Là, on s'entend, on peut avoir une formation universitaire qui enseigne des concepts qui ne sont pas scientifiques, là, et on en connaît, n'est-ce pas? Et regardez ici, ça c'est la revue, ça c'est une des plus récentes revues du SFDO. C'est qui ce type-là exactement? Est-ce que vous le reconnaissez? C'est Andrew Steele avec son gros os. Les bottes aussi, important. Mais maintenant, il tient un cellulaire. Donc encore une fois, vous voyez, c'est encadré, la formation, etc. Mais les enseignements sont encore ceux d'Andrew Steele. Okay? Ici, ça c'est en Angleterre. En Angleterre, il y a des études universitaires en ostéopathie. Et encore là, c'est encadré, une formation, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même, ça donne une apparence de crédibilité, mais est-ce que ça l'est réellement? Ça, on n'est pas certain. Au Québec, je sais qu'au Québec, pour vous, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais je vous le partage parce que je pense que globalement, on peut quand même tirer des leçons de ça. Okay? Il y a quelques années, en fait, en 2011, les ostéopathes ont essayé de créer un baccalauréat. Comment est-ce que vous appelez ça ici, un baccalauréat? Une licence? Ça, on s'entend, c'est un diplôme de premier cycle universitaire. Une licence. Donc, donc, essentiellement, ils ont voulu créer un baccalauréat, donc une licence universitaire en ostéopathie. Donc, ils sont allés à une université, qui est l'Université Laval, qui est l'université où j'ai étudié. C'est déjà une université Laval ici? Bon. Il y en a peut-être à la maison, par contre. Yes. Go Laval. Alors, et regardez, et ensuite, ils ont émis un rapport, ils ont refusé, en fait. L'Université Laval a fini par refuser de faire une licence en ostéopathie. Et regardez le rapport qu'ils ont publié par la suite. En fait, ils n'ont pas publié le rapport, mais il y a un journal qui s'appelle Le Soleil qui ont réussi à mettre la main sur le rapport qui était secret. Et donc, on y a eu accès. Donc, ils disent, les écoles européennes, note le comité, prétendent que l'ostéopathie peut soigner un nombre important de problèmes de santé courants comme l'asthme, les troubles du sommeil, les états dépressifs, anxieux, troubles d'attention, etc. Donc, ce qu'on vient de discuter tout à l'heure. Or, après plus d'1 siècle d'histoire de la discipline, la validité de cette approche n'a pas encore été démontrée, tranche le comité. Donc, eux, là, ils ont mis leur pied à terre. Ça existe-tu comme expression, ça, mettre son pied à terre? Non. Ils ont tranché. Good. Donc, ils ont tranché, ils ont dit, regarde, l'ostéopathie, là, ça fait plus que 100 ans que ça existe. Il y avait amplement le temps de les démontrer, les fondements scientifiques de leurs choses. Ils n'ont pas réussi. Il y a probablement des bonnes raisons pour ça. Donc, nous, on refuse de faire une licence. Okay? Donc, ça a beaucoup fâché les ostéopathes, évidemment. Donc, ce qui s'est créé, c'est des écoles privées. Donc, vous avez des entreprises qui enseignent l'ostéopathie, mais qui sont complètement privées, qui ne sont pas en lien avec l'État. Et ça, vous comprendrez que ça donne lieu à des formations qui peuvent être extrêmement variables d'une école à l'autre. Et par exemple, récemment, on a pu lire dans un journal que des étudiants en ostéopathie ont été accusés de pratiques illégales de la médecine. Ce qui n'est pas surprenant, parce qu'encore une fois, vous avez des ostéopathes qui traitent de l'asthme, des allergies, des hépatites, des problèmes au niveau des organes chez les gens, alors que c'est des actes réservés à des médecins. Mais vu que ce n'est pas encadré, que ce n'est pas réglementé, ben les étudiants sont à l'école et pour eux, ils pensent qu'ils ont ces capacités-là, ils pensent qu'ils ont ces aptitudes-là. Et donc, ils se sont fait coincer. Et d'ailleurs, le Collège des médecins du Québec
a recommandé de fermer cette école-là, qui est la plus grosse école d'ostéopathie au Québec. C'est grave, là, quand le Collège des médecins dit qu'il faudrait fermer la plus grosse école d'ostéopathie, c'est quand même inquiétant. Alors, en ce moment, il y a une autre université au Québec qui est en voie de peut-être créer une licence pour l'ostéopathie, mais c'est pas encore réglé. Moi, j'ai voulu savoir si c'était fréquent, les thérapies un peu, disons, pas le musculo-squelettique, mais les trucs comme viscéral, crânien, fasciathérapie, traitement chez les bébés. Donc, j'ai fait faire une analyse indépendante. J'ai engagé une compagnie qui a fait une analyse de 50 sites web de cliniques d'ostéopathie au Québec et qui ont fait de la recherche pour voir est-ce que ces cliniques-là recommandent ce type de thérapie-là, qui vont au-delà du musculo-squelettique. Et voici ce que j'ai découvert dans mon analyse. Premièrement, 92% des cliniques recommandent de traiter des problèmes de santé non musculo-squelettiques, donc l'asthme, les infections, le zona, etc. Dans 72% des cas, ils parlaient spécifiquement d'ostéopathie viscérale et crânienne, qui, encore une fois, n'est ni plausible ni supportée scientifiquement, 72% des cas. Et dans 80% des cas, ils recommandaient des soins chez les bébés, qui, encore une fois, n'est pas supporté scientifiquement. Donc, bref, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est une pratique qui est très répandue. D'accord? Et en passant, je n'ai pas fait d'enquête semblable en France, mais je sais que Ernst a déjà fait une enquête en Angleterre et c'était des taux qui étaient très similaires à ceux-là, en fait. Donc, on peut présumer qu'en France, il y a des bonnes chances que ça soit quand même assez élevé aussi. Donc, nous, présentement, on est en attente de peut-être avoir un ordre professionnel au Québec. Et je vais terminer là-dessus, en fait. Ici, comment vous appelez ça un ordre professionnel? C'est un syndicat professionnel? Un ordre? OK, parfait. Donc, l'idée en arrière d'un ordre, c'est de protéger le public. Ça le dit ici, hein? Donc, on crée un ordre pour bien encadrer, de sorte que si ensuite, vous allez consulter un thérapeute, ben, vous êtes certain que ce thérapeute-là correspond à certaines exigences. Parce que présentement, au Québec, n'importe qui peut se nommer ostéopathe. Au même titre qu'en France, en ce moment, n'importe qui peut se nommer naturopathe, n'est-ce pas? Toi, Florian, par exemple, t'es naturopathe? Tout à fait. Ben voilà, exact, c'est ça que je disais. Moi aussi, d'ailleurs. Je viens de décider ça il y a 30 secondes, avant de te poser la question. Donc, s'il n'y a pas d'ordre professionnel, n'importe qui peut se nommer naturopathe, ostéopathe, etc. Donc, on fait ça pour protéger le public, d'accord? Là où j'ai peut-être un problème, c'est qu'en fait, on discute très rarement des côtés négatifs de créer un ordre professionnel. Il y a beaucoup d'avantages, là, et moi, je ne suis pas contre la création d'ordre, d'ailleurs. Mais il y a certains risques aussi. Les risques, c'est que si on crée des ordres pour des choses qui ne sont pas supportées scientifiquement, bien, la question, on peut s'attendre à ce qu'une fois que l'ordre est créé, bien, que les choses qui ne sont pas scientifiques, donc qui sont pseudo-scientifiques, vont s'améliorer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Par exemple, au Canada, on a un ordre professionnel des homéopathes, en Ontario. On a des ordres professionnels des naturopathes dans plusieurs provinces canadiennes. Et les naturopathes ont le droit de traiter des gens qui ont le cancer, par exemple, avec des traitements qui sont complètement non prouvés, comme des injections de vitamine C, des thérapies, des chélations de métaux lourds, des choses qui sont complètement absurdes. Il y en a qui prétendent guérir l'autisme. Ils font de la détox. Et pourtant, ils ont des ordres professionnels. Et ce qu'on se rend compte, à toutes les fois, et ça sort souvent dans les médias, mais malheureusement, ça ne fait pas beaucoup jaser, mais c'est que les ordres professionnels ne font pas très bien le suivi des plaintes. C'est-à-dire que même s'il y a des plaintes du public, les ordres, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne protègent pas tant le public, mais ils vont plus protéger leurs membres. Donc, ils vont plus s'assurer que leurs membres, à eux, vont être corrects. Et les plaintes, en général, il n'y a pas vraiment de suivi, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à ce niveau-là. Et les pratiques ne changent pas. Parce qu'encore une fois, si le fait d'avoir un ordre garantissait que les choses soient scientifiques, ben l'ordre des homéopathes serait créé et le lendemain, il serait dissous, n'est-ce pas? Et l'ordre des naturopathes, ben il ne ferait plus grand-chose, les naturopathes. Il y a quelques plantes thérapeutiques, il y a quelques herbes médicinales qui fonctionnent, comme le millepertuis, des choses comme ça, mais il n'y en a pas des tonnes. Mais malheureusement, c'est pas ça qui se produit. Donc, si on crée un ordre professionnel des ostéopathes, et c'est ce que vous avez en France, bien, vous voyez, les choses ne changent pas en ce moment. Il n'y a personne qui se dit, non, est-ce que c'est fondé scientifiquement, tout ça? Donc, c'est un peu inquiétant. Conclusion. Ce que je trouve un peu dommage là-dedans, c'est qu'en ce moment, quand on parle de ça au public, et moi, dans quelques semaines, en fait, le 14 décembre, je vais diffuser mon épisode sur l'ostéopathie au Québec. À ma connaissance, il n'y a jamais personne au Québec ou au Canada qui a déjà parlé de ce sujet-là dans un angle de scepticisme, de zététique, etc. Je m'attends à ce que ça fasse réagir, mais en même temps, je sais que aux yeux du public, ça va toujours avoir l'air d'un combat d'experts. C'est-à-dire que
il y a beaucoup de gens qui vont avoir l'impression que c'est bon, les méchants médecins d'un côté, les pharmaciens, etc., qui sont vendus à l'industrie pharmaceutique, qui se battent contre les ostéopathes. Et là, finalement, les deux se battent un peu pour avoir raison, mais que tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. Et qui va gagner à la fin? Ben, je sais pas. T'sais, ça va être celui qui va parler le plus fort, ou qui va être le plus convaincant, ou qui va citer le plus d'études, je sais pas. C'est pas ça en réalité. Ce n'est pas un combat d'experts. C'est que moi, je considère qu'il n'y a personne de mieux formé qu'un professionnel de la santé pour critiquer sa propre profession et les autres professions. Donc moi, par exemple, je critique constamment ce que font les pharmaciens. Je lutte contre la vente d'homéopathie, de produits amaigrissants, de détox dans les pharmacies. Je me plains de la façon qu'on prescrit inutilement certains médicaments. C'est sûr, c'est ça notre travail. On devrait être les premiers à critiquer nos professions. Donc les ostéopathes, théoriquement, devraient être prêts à ce qu'on le fasse. Ils devraient être tout à fait ouverts à ce qu'on les critique. C'est juste normal. Est-ce qu'ils vont l'être ouverts? Ça, je ne suis pas certain. Mais bon, on va leur donner le bénéfice du doute. Et je vous laisse là-dessus, finalement. C'est ma dernière diapo. Je termine, en fait, en parlant d'éthique. Edzard Ernst, dont je parlais tout à l'heure, a publié un livre qui s'appelle « More Harm Than Good ». Je pense pas qu'il existe en français encore, mais ça ne saurait tarder. Tous ces livres sont en français. Ils devraient sortir probablement d'ici quelques mois au maximum. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie sur les thérapies alternatives, sans blague. C'est excellent. C'est un livre sur l'éthique médicale appliquée aux thérapies alternatives et ça étudie vraiment, est-ce que ce qui est fait dans les thérapies alternatives, c'est éthique? Pas si c'est scientifique ou etc., mais est-ce que c'est éthique? Et on découvre des choses exceptionnelles là-dedans. J'avais jamais lu un livre comme ça avant, vraiment. Et j'ai vraiment accroché sur quelque chose. Il y a un concept en éthique médicale qui s'appelle le consentement éclairé et l'autonomie. Ce que ça dit, ça, c'est que, ultimement, il faut respecter l'autonomie du patient. Donc, si quelqu'un veut aller en ostéopathie, on doit absolument respecter son choix. Ça, c'est très important. Le patient doit avoir le choix de dire, moi, je vais voir un médecin, je vais voir tel médecin et pas tel autre, etc. Je vais voir un ostéopathe, je vais voir un kinésithérapeute. Il faut respecter ce choix-là. Mais pour que l'autonomie de la personne puisse être respectée, il faut que la personne ait pu faire un consentement éclairé. Et qu'est-ce que c'est un consentement éclairé? C'est que la personne, quand elle fait son choix de qui elle va consulter comme professionnel, elle doit être au courant de 100% de l'information relative au thérapeute qu'elle va voir. Et donc, ça suppose que le thérapeute qu'elle va voir doit lui déclarer si ce qu'elle fait est basé sur des données probantes, s'il y a une plausibilité scientifique, s'il y a des risques associés, etc. Elle doit le déclarer. Okay? Puis en médecine puis en pharmacie, on ne le fait pas toujours, mais en même temps, je le fais souvent. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Hey, ce traitement-là qui m'a été prescrit, est-ce que c'est vraiment efficace? » Je vais lui dire « Bien, tout à fait. Je veux dire, moi, je le connais. Il y a beaucoup d'études, etc. C'est très efficace. Il peut y avoir certains effets secondaires. D'accord? Donc, on le fait de façon en routine. Donc, théoriquement, si une personne va voir un ostéopathe, et que l'ostéopathe voudrait avoir une pratique éthique, bien, si je me base sur ce livre-là, et d'ailleurs, il en parle d'ostéopathie dans le livre, bien, théoriquement, l'ostéopathe devrait être très transparent quant au fait qu'il y a un manque de données probantes. Il devrait dire, écoute, ce que je m'apprête à te faire là, si c'est de l'ostéopathie viscérale ou crânienne, devrait dire, écoute, ce que je m'apprête à te faire là, ce n'est pas basé sur des données probantes. Il n'y a pas d'études qui supportent ça. Puis les études qui ont été publiées semblent plus suggérer que ce n'est pas non plus très plausible scientifiquement. Est-ce qu'un ostéopathe va faire ça? Pas sûr, parce que ça ne serait pas vraiment à son avantage. Mais bon, il y en a peut-être qui vont le faire, on ne sait pas. Et évidemment, il y a une importance de délimiter le champ de pratique. Parce qu'un ostéopathe qui dit qu'il peut traiter la totalité de tous les problèmes de santé, ça n'a juste pas de sens. Il faudrait vraiment dire aux ostéopathes, bien, on va choisir quelles conditions sont les plus plausibles à répondre à l'ostéopathie. Les problèmes musculo-squelettiques seraient probablement le gros de tout ça. Et peut-être d'autres choses. Il y a peut-être d'autres affaires là-dedans aussi qui peuvent fonctionner. Mais est-ce qu'ils peuvent traiter l'ensemble de tous les problèmes de santé? Je pense que c'est pas logique. Donc, seulement si toutes ces conditions-là sont atteintes, que l'on pourrait dire que l'ostéopathie est pratiquée de manière éthique. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je vous laisse là-dessus parce qu'honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse à savoir si c'est réaliste ou pas. Mais bon, disons tout simplement que c'est un souhait. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu aussi comme présentation. Et à ce stade-ci, attends, mon ordi vient... Hey, je pense que mon ordi les batteries viennent d'arrêter. Mais ça, c'est paranormal, quand même. C'est une belle synchronicité. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions, en fait, oui. Tu disais que si on crée un ordre, c'est... Attends un instant, Yann. Tu disais que si on crée un ordre des ostéopathes, il faudrait le dissoudre le lendemain.
Des homéopathes. Des homéopathes. Oui, les homéopathes. Bah oui, du coup, oui, les homéopathes, les dissoutes, c'est normal, quoi. Enfin, faut éviter Il faudrait le diluer, normalement. Il faudrait le diluer, voilà, exactement. Il faudrait diluer l'ordre des homéopathes. Donc, il faudrait passer de 1000 homéopathes à 0,0000001 homéopathe. Ça serait vachement plus efficace. Faudrait prendre un homéopathe, le couper en petits morceaux, le mettre dans l'océan, et ensuite prendre un verre d'eau du robinet, et on aurait un homéopathe homéopathique. Wow, ça... Qui regarde l'océan et ça marche aussi. C'est vrai, il suffirait qu'il regarde l'océan, puis probablement qu'au niveau de la physique quantique, là, il se passerait quelque chose. Voilà, exactement. Il y a bien un homéopathe qui s'est noyé dans l'océan. Il y a bien un homéopathe qui s'est noyé dans l'océan depuis le temps, ça doit être bon. Il y a probablement un homéopathe qui s'est fait manger par un requin à un moment donné, sans doute. Est-ce que la dynamie a eu lieu? Est-ce que la dynamie a eu lieu? Ça dépend s'il a bien mâché. Ça dépend s'il est tombé dans l'océan, ça dépend s'il était dans le Gulf Stream. Parce que ça se promène quand même beaucoup, ça dynamise bien. S'il est tombé dans un étang, non. Ça dynamise pas assez. Ça dépend du coefficient des marées et donc de l'influence de la Lune. Oui. Puis vous savez qu'en homéopathie, c'est pas la dynamisation, c'est 40 coups, hein. C'est pas 30, il faut donner 40 coups vifs sur une surface dure, donc 40, bang, bang, bang. Donc il faut que ça tourne 40 fois puis que ça arrête ensuite, parce que si vous dépassez à 41, je pense que ça dédynamise. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Ouais, j'ai entendu parler d'homéopathie pour les animaux. Oui. Pas d'homéopathie, d'ostéopathie. Ostéopathie pour les animaux. Oui. Est-ce que c'est rentré dans ton étude Non, j'ai pas fait la recherche à ce niveau-là. J'ai pas d'expertise en santé animale, donc je me sens pas nécessairement à l'aise de faire la revue de littérature en santé animale parce que je suis même pas certain que toutes leurs publications sont dans les mêmes bases de données que les études humaines, donc j'aurais peur, moi, d'en manquer. T'sais. Donc je l'ai pas fait. Mais ceci étant dit, je serais assez surpris qu'il y ait de la littérature probante là, au niveau des soins chez les animaux quand même. Là. Souvent, il y a seulement une fraction des études chez l'animal comparativement à ce qu'il y a chez l'humain. Donc dans ce cas-ci, il faudrait diviser par 10 le néant. Donc ça marcherait pas vraiment. Oui? Est-ce que tu penses que le fait qu'en France, beaucoup d'ostéopathes sont formés à la médecine pour apparemment au moins de 5 ans déjà à la base, évite des gros écarts et des gros délires sur le viscéral ou des trucs comme ça ou pas? Wow! C'est une excellente question. En fait, des gros écarts, possiblement. En fait, je peux faire un parallèle avec l'homéopathie. Il y a des médecins homéopathes. Si vous parlez à un médecin homéopathe, théoriquement, il a la base de connaissances en médecine. Donc, il est capable d'avoir une réflexion au niveau de la pharmacologie. Il va pas... Puis ça aussi, c'est un point important, c'est que quand on va chez un thérapeute alternatif, etc., c'est important que ce thérapeute-là soit capable de reconnaître les limites de sa compétence. Et théoriquement, si tu arrives chez un ostéopathe avec une hépatite, je comprends qu'ils disent être capable de le traiter. Mais moi, je m'attends à ce que l'ostéopathe dise « Écoute, tu as une hépatite, il faudrait que tu ailles consulter un médecin. » Donc, je présume que chez un professionnel de la santé existant, comme un médecin ou autre, qui va faire des études subséquentes en ostéopathie, au moins, il va avoir cette... J'imagine qu'il va avoir cette limite-là dans sa tête où il va se dire « Il y a certaines conditions de santé que je ne traiterai pas avec l'ostéopathie. » Mais chez les ostéopathes purs, ils semblent manquer de cette limite-là. Ils ne semblent pas voir clairement où est la limite de leurs compétences. Donc, je pense qu'il y a probablement là la différence. Aux États-Unis, comme je l'ai dit, ils sont devenus des médecins et ils ont délaissé l'ostéopathie classique. C'est ça qui est arrivé. Donc, normalement, c'est à ça qu'on devrait s'attendre. Mais est-ce que c'est nécessairement toujours le cas? Je suis obligé de dire que non. Surtout considérant qu'il y a des médecins homéopathes. Moi, je sais pas, moi, ça me fascine. Bonsoir. Allô? Oui, par rapport aux questions que tu as posées en tout début de présentation, est-ce qu'il y a des cas où l'ostéopathie va ressembler un peu à la kiné et voire éventuellement
avoir un peu d'efficacité parce que ça ressemble à la kiné en fait, ou pas du tout? Oui, absolument. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, je disais que moi, tout ce qui est musculo-squelettique, donc quand les ostéopathes disent qu'ils peuvent traiter des douleurs au niveau, du cou, des blessures sportives, des trucs reliés à des accidents de la route, etc., ça, j'ai pas de difficulté à croire ça parce que, ultimement, de la thérapie manuelle va toujours avoir une certaine efficacité. Et la preuve, c'est que si vous allez avoir un massage, si vous allez chez le massothérapeute, il ne prétend pas grand-chose à part de vous relaxer les muscles et vous vous sentez mieux. Et des fois, ça peut aider pour certains problèmes, certaines douleurs, dégager certaines tensions, etc. T'sais. Donc, oui, moi je pense que ce qui est fait au niveau musculo-squelettique, c'est probablement efficace. Là. D'ailleurs, dans une des revues systématiques que Ernst a fait, ce qu'il voyait, lui, c'est que ça semblait aussi efficace, mais pas plus efficace que de la kinésithérapie, donc de la thérapie manuelle conventionnelle. Ça, je pense que c'est tout à fait plausible. Puis ça, moi, personnellement, je ne remets pas du tout ça en doute. Là. D'ailleurs, une des choses qui est suggérée au Québec en ce moment, dans la création de l'ordre professionnel, ce que le Collège des médecins a suggéré, c'était de fusionner les ostéopathes, de ne pas créer un ordre professionnel des ostéopathes, mais plutôt d'aller les fusionner avec l'ordre des kinésithérapeutes. Et donc, dans l'ordre des kinésithérapeutes deviendrait l'ordre des kinésithérapeutes et ostéopathes, parce qu'on reconnaît finalement qu'ils ont le même champ d'action. Par contre, ce que le Collège des médecins m'a confirmé, et ça, j'aime ça le répéter, surtout devant une caméra, parce qu'ils me l'ont dit, donc je m'attends à ce que ça se fasse, mais si jamais il y a un ordre professionnel des ostéopathes qui est créé, eux, ils m'ont dit, c'est certain, c'est sûr et certain, que toutes les choses, le viscéral, le crânien, les choses comme ça, ça va leur être interdit. Oui, parce que théoriquement, s'il n'y a pas de preuves scientifiques, ils ne peuvent pas s'inclure dans un ordre et faire ça. Donc, l'option qui semble être intéressante en ce moment, c'est de les fusionner avec les kinésithérapeutes, ce qui a du sens avec ce que tu dis et ce que je dis moi aussi, n'est-ce pas? Oui, ça rejoint ce que tu disais à l'instant. Tu n'as pas parlé du coup de la consultation en ostéopathie. Est-ce qu'il y a des étudiants à la base qui étaient en kiné, qui sont spécialisés en ostéopathie, pour juste une histoire de business, parce qu'en France, c'est vraiment c'est la vague actuelle. Il y a beaucoup plus de cabinets d'ostéopathie qui s'ouvrent que de cabinets de kiné. Est-ce qu'il y a pas une histoire de coût? On gagne plus avec l'ostéo? En fait, c'est une excellente question et c'est une question que je me pose. Est-ce que tout le monde a bien entendu? C'est une question qui est vraiment importante et malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça, mais c'est une question que je me pose moi aussi, puis sans blague, c'est même une question que j'aimerais investiguer là-dessus pour pousser peut-être la recherche un peu plus loin. Quand je suis allé voir Ernst en Angleterre, je lui ai posé la question, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il y a autant de kinésithérapeutes qui vont ensuite aller faire une formation en ostéopathie. Et il m'a répondu, il m'a dit qu'il ne savait pas, mais il s'est lui aussi demandé si c'était pas pour gagner plus d'argent. Je sais qu'ici en Europe, justement, il y a une prolifération des cliniques d'ostéopathie et je sais que ça a l'air d'être quand même assez... la rémunération semble être quand même assez intéressante. Au Québec, je ne sais pas si c'est le cas, par exemple. Au Québec, il y a beaucoup, effectivement, de cliniques d'ostéopathie qui ont ouvert, mais il demeure qu'il y a quand même beaucoup de cliniques de physiothérapie, donc de kinésithérapie, et je ne suis pas certain si ça gagne plus cher. Par contre, moi, là où je pense qu'il y a un avantage, puis là où je peux comprendre pourquoi un kinésithérapeute voudrait faire une formation additionnelle en ostéopathie, c'est que, imaginez que vous êtes un kinésithérapeute. Votre travail, c'est de traiter les tendinites, les torticolis, les dos bloqués, les lombalgies, les choses comme ça. Et là, à un moment donné, on vous dit « Hey, aimerais-tu ça faire une formation? » Et là, tu vas être capable de traiter toutes les choses que je vous ai montrées sur le tableau. C'est sûr que ça sonne excitant, parce que tu te dis « Wow, c'est une belle opportunité de venir... » renforcer un peu mon champ de pratique, apprendre des nouvelles choses, à être capable d'en faire plus. Et on s'entend, moi je suis persuadé que les ostéopathes, tout ce qu'ils font, ils le font avec de la bonne foi. Là. Je ne pense pas qu'il y a personne qui se fait comme « Ah, je te fais du viscéral, mais je sais que ça marche pas. » Non, tu sais. Je suis sûr qu'il y a une bonne intention en arrière de ça, donc je peux facilement imaginer un kinésithérapeute qui dit « Wow, je vais pouvoir aider encore plus de gens et traiter plus de choses. » Le problème, c'est la formation. C'est que la formation en ostéopathie leur apprend que tout ça, c'est plausible et que c'est logique, et etc. Donc, ils se font un peu avoir dans un sens. C'est triste. En fait, je dis ça, mais moi, c'est ce que le Collège des médecins m'a dit. Ils m'ont dit, tu sais, les gens vont dans les écoles et ils se font un peu, tu sais, ils se font dire des choses, finalement, qui ne sont pas nécessairement vraies, mais ils y croient. Tu sais, ils le font pas par mauvaise conscience.
Et peut-être que c'est plus payant aussi, mais c'est intéressant comme question. J'aimerais ça que quelqu'un fasse la recherche d'ailleurs. Alors, moi j'ai un commentaire d'une connaissance kinésithérapeute que j'ai vue à l'Esforien d'ostéopathie. Et elle, sa motivation, c'est simplement qu'elle avait de la demande. Il y avait des gens qui venaient voir en disaient vous faites pas aussi de l'ostéopathie. Et moi, de ce que je vois en France, dans des milieux qui font du sport, les gens qui pratiquent un sport, j'imagine que tous, à un moment ou à un autre, vous avez eu quelqu'un autour de vous qui pratiquait du sport, qui disait ah, t'as mal là, il faut aller voir un ostéopathe, moi ça a été génial. Donc il y a tout un bouche à oreille qui crée une demande et des sollicitations, et donc il y a des gens qui essaient de répondre aux sollicitations tout simplement. C'est une démarche un petit peu de marché finalement. Ben effectivement, puis d'ailleurs moi quand j'ai gradué en 2004, il y avait beaucoup des grandes cliniques de physiothérapie, donc de kinésithérapie. Et aujourd'hui, c'est assez rare des cliniques où ils font seulement de la kinésithérapie. Souvent, les cliniques vont offrir de la kinésithérapie, de l'acupuncture et de l'ostéopathie. Donc, ils ont bien vu qu'il y avait une demande, donc ils vont offrir le service finalement. Ce que je peux comprendre en même temps, je veux dire, c'est de la, comme tu mentionnes, c'est de la business. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ou oui? Ah ouais, ok. Du coup, est-ce qu'il y a des dangers à l'ostéopathie? Est-ce qu'il y a des dangers à l'ostéopathie? Est-ce que parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font par moment, ils peuvent empirer une situation par certaines manipulations? Oui. Bon. Est-ce qu'il y a des dangers à l'ostéopathie? En fait, je vous dirais qu'il y a deux types de risques que je vois d'emblée. Premièrement, toute forme de thérapie, que ce soit manuelle ou autre, il y a toujours des risques. Je veux dire, si un thérapeute prétend qu'il n'y a aucun risque relié à son traitement, ben un, c'est pas vrai, puis deux, c'est probablement parce que son traitement n'est pas efficace. Là. Je veux dire, les homéopathes disent qu'il n'y a aucun risque à leur chose. Donc, il y a toujours des risques. Ceci étant dit, selon mon expérience, ma connaissance de l'ostéopathie, les manipulations en ostéopathie sont généralement très douces. C'est pas, par exemple, comme en chiropratie, où il va y avoir des fois des craquements très forts ou des choses comme ça. Ou encore, par exemple, en chiropratie, on le sait, un des risques principaux, c'est la dissection des artères au niveau du cou, parce qu'ils vont faire des manipulations très, très vigoureuses au niveau du cou. Puis, on le sait, là, c'est un problème qui est sous-rapporté. Il y a des gens qui vont avoir des paralysies ou même de la mortalité, parce qu'en venant bouger le cou, ça va venir couper la circulation et boum, ça... C'est horrible, là. C'est une façon horrible de mourir. Mais en ostéopathie, à ma connaissance, ça se fait pas, là. Okay? Je sais qu'il y a certains ostéopathes qui vont faire craquer, mais je pense pas que c'est la norme. Donc ça, c'est un premier risque. Mais l'autre risque, c'est toujours le même qui est pour toutes les thérapies alternatives, c'est quand on néglige d'aller consulter quelqu'un qu'on aurait vraiment besoin de consulter. Donc si j'ai une hépatite et que je lis que l'ostéopathie peut traiter l'hépatite, et en passant, je ne vous l'ai pas mentionné, mais tu sais, la liste très très longue tout à l'heure avec les 25-30 différents problèmes de santé, là, j'ai pas pris ça sur des sites web bidons, là. J'ai pris ça sur des sites web d'associations d'ostéopathie, des associations d'ostéopathes québécois, là. Donc, si vous allez sur un site d'une association d'ostéopathie, vous vous attendez à ce que ça soit fiable, mais vous lisez hépatite, vous allez là-bas pour traiter votre hépatite, vous n'allez jamais chez le médecin. Ça, pour moi, c'est un risque de négligence. Donc, il y a les deux types de risques. Pour ce qui est vraiment des risques purement reliés à la manipulation, peut-être que je suis mal avisé ou mal informé, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ne sont pas si élevés, là. Ce serait ça mon impression. Chez le bébé, il me semble que chez le bébé, il y a eu plusieurs fois des cas de problèmes, parce que le bébé est quand même fragile, et la manipulation sur le crâne, ça peut parfois entraîner des accidents. C'est un excellent point, effectivement, puis merci de me le mentionner. Chez les bébés, c'est un bon point. Donc, par exemple, s'ils disent qu'ils sont capables de faire des ajustements au niveau des os, c'est vrai, la tête des bébés est un peu malléable, hein? Donc, on s'entend qu'il faut que la personne il faut qu'elle sache ce qu'elle est en train de faire. Moi, je vais être bien honnête, puis ça, c'est une opinion très personnelle, mais si j'avais un bébé, jamais je l'enverrais chez un ostéopathe, parce que je me dis, moi, la personne qui va toucher à la tête de mon bébé, je m'attends à ce qu'elle ait à ce qu'elle sache vraiment ce qu'elle fait, tu sais. Donc, même des médecins, je m'attendrais pas à ce que le médecin de famille commence à manipuler le crâne. Je comprendrais pas pourquoi il est en train de faire ça. Donc, chez les bébés, ça pourrait être un cas où il y aurait peut-être plus de danger, effectivement. Mais encore là, vu que la littérature manque, ben, c'est probablement pas vraiment rapporté dans la littérature quand il y a des problèmes. Fait que... Oui? Alors j'avais une question, mais d'abord, j'amène ma pierre à l'édifice. J'ai entendu parler de dissection aortique après manipulation, ostéopathie des organes. OK. Et ma question, c'est comment on peut expliquer que des gens qui ont une formation médicale comme des kinésithérapeutes, même s'ils ne sont pas médecins, mais ils ont une formation médicale, puissent avoir
comment dire, puissent se laisser berner par des fausses médecines comme l'ostéopathie. Parce que normalement on s'attend à un professionnel de santé qui ait une base scientifique au moins un peu, et qui puisse faire de la part entre le vrai et le faux. C'est une question qui est extrêmement importante, celle que tu viens de poser. Comment est-ce qu'un professionnel de la santé peut se faire vendre l'ostéopathie et trouver que ça a du sens? Du moins dans la façon que je l'ai présentée aujourd'hui. En fait, j'ai pas la réponse certaine, mais je vais te donner la réponse la façon que moi je le comprends. Moi, j'ai été formé comme professionnel de la santé, donc je suis pharmacien. Les professionnels de la santé, on n'est pas formé avec une base scientifique très, très forte. On est formé beaucoup plus comme des ingénieurs du corps humain. Donc, on est beaucoup des applicateurs de protocoles. Autrement dit, on fonctionne beaucoup avec des organigrammes. Donc, tel symptôme, tel symptôme, ça peut être tel diagnostic ou tel autre diagnostic, etc. Tel diagnostic implique tel mécanisme physiologique, tel récepteur égale tel médicament. Donc, on pense beaucoup en arbre, en organigramme, dans une forme de hiérarchie. Nos bases scientifiques sont bonnes, mais elles ne sont pas excellentes, comme par exemple des chimistes, biochimistes, biologistes, physiciens, etc. Moi, j'ai pas rencontré beaucoup de gens dans les sciences pures dans ma vie qui se font avoir dans des trucs pseudo-scientifiques dans leur domaine. J'ai jamais entendu parler d'un physicien qui croyait sérieusement que la Terre était plate. Encore moins un astrophysicien, tu sais. Des biochimistes qui croient à la détox, j'en ai jamais rencontré, tu sais. Il y en a probablement, mais il y en a pas beaucoup. Mais des professionnels de la santé qui se font embarquer dans des trucs pseudo-scientifiques, il y en a des tonnes. Et ça, je crois que c'est pour deux raisons. Donc, notre formation scientifique n'est pas si bonne que ça. Donc, on ne nous apprend pas la méthode scientifique dans nos études. Donc, il y en a beaucoup là, qui finissent leurs études, puis tu leur demandes d'analyser une publication scientifique, ils ne sont pas capables. Il y a beaucoup de mes collègues que je le vois. Moi, c'est parce que j'ai fait des études graduées ensuite, que c'est en faisant ma maîtrise, puis j'ai fait un début de doctorat, c'est en faisant ça que j'ai appris à analyser une publication scientifique. On m'a jamais appris ça dans mes études. Et ça, c'est un premier problème. Puis l'autre problème, puis ça, je pense que ça va vous rejoindre ici, vu que vous êtes des amateurs de zététique puis de scepticisme, c'est que d'avoir un diplôme, ce n'est pas garant qu'on a les fondements de l'esprit critique. Moi, là, récemment, j'avais un souper avec des amis. Non, je ne vais pas dire ça. Je vais changer de sujet. Mais bref, je rencontre souvent des professionnels de la santé qui n'ont pas vraiment d'esprit critique. T'sais. Récemment, j'étais dans un salon du livre, puis il y a un médecin qui vendait ses livres de comment vendre éternellement, etc., ou des choses comme ça, grâce à l'huile d'olive. Je veux dire. C'est vraiment, moi, je le vois constamment dans ma pratique. L'esprit critique ne vient pas avec un diplôme en santé ou en autre chose. Donc je pense que d'apprendre les fondements de l'esprit critique, c'est le fun. C'est le fun quand on s'intéresse à ça, en zététique, etc. Mais quand on est dans un domaine comme la santé, moi, il me semble que c'est une nécessité absolue, là. Parce qu'on est constamment à risque de se faire avoir. Et si on se fait avoir, si on se fait embarquer dans des trucs pseudo-scientifiques, on met la vie de nos patients en danger. Donc, pour moi, c'est un non-sens qu'il n'y ait pas d'enseignement de l'esprit critique pour les gens qui sont dans le domaine de la santé. Donc, si jamais une université quelconque veut me faire donner le cours, ça va me faire plaisir en passant. Je vais le faire. Mais, pas que je suis un expert de l'esprit critique, mais ça m'intéresse en tout cas. Oui? Dernière question. Merci. C'était juste pour ajouter quelque chose sur pourquoi est-ce que des médecins se font avoir. Il y a un paramètre auquel on ne pense pas souvent, c'est que les sujets sur lesquels ils se font avoir sont légitimés. C'est-à-dire que l'homéopathie, quelqu'un qui a grandi avec, quand il est petit, il voit que c'est vendu en pharmacie, etc. Le jour où il rentre dans ses études, il sait que c'est quelque chose de légitime. Donc, on lui donne pas aujourd'hui, je vais t'apprendre à parler au dragon, quoi. On lui parle de l'homéopathie, qui est un truc qui est légitime en France, donc forcément, ça va lui sembler bizarre, mais il dit écoute, c'est légitime, tout le monde le fait, donc je vois pas pourquoi je le fais pas. Et donc l'ostéopathie, à partir du moment où il y a des ordres, où il y a des choses légitimes, quelqu'un qui rentre dans un cycle professionnel et à qui on propose ça, il sait que c'est valide, il sait que c'est légitime. Et ils confondent les deux. C'est tellement vrai, puis j'ai rencontré un médecin l'année dernière qui essayait de me convaincre que l'homéopathie c'était bon. Et comme argument, son argument principal, là, lui, là, il a fait tout l'inventaire de ses arguments dans sa tête, là, et là, il a pris le meilleur pour me convaincre. Okay? C'était son gros canon. Il m'a dit, en Allemagne, 80% des médecins prescrivent de l'homéopathie. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça?
Là, je lui ai dit, la santé et la science, en passant, c'est pas un concours de popularité. Je veux dire, je comprends pas qu'est-ce que ça change que 80%. Mais c'est vrai que si tu vois tous tes collègues qui en utilisent, tu te dis, ben là, c'est juste normal. Moi, il y a déjà une pharmacienne où je travaillais, j'allais travailler comme remplaçant dans une pharmacie, puis je sentais qu'elle m'aimait pas. Puis là, je lui ai parlé de tout ça, puis elle m'a dit, ouais, j'aime pas vraiment ce que tu as dit à propos de l'homéopathie. Puis là, je lui ai dit, ah oui, toi, tu utilises ça, l'homéopathie, puis tout ça. Elle dit, ben oui, j'utilise ça, puis je le vois que ça marche, puis etc. Puis là, je lui explique un peu. Puis elle dit, ouais, mais là, elle dit, on en vend dans les pharmacies, là, comment est-ce que tu expliques ça, que ça marche pas, mais on en vend dans les pharmacies, comment tu expliques ça? Là, j'étais comme. Et là, je l'ai poussé et tombé en bas de la fenêtre de 3 étages. C'était triste, honnêtement. Non, ça, c'était dans. Non, c'était un rêve. C'était un rêve que j'ai fait la nuit suivante. Mais c'est grave de dire des choses comme ça quand même. Mais comme tu dis, c'est là que quand on normalise, en fait, ça peut, pour être certaines personnes qui manquent d'esprit critique, le fait de normaliser ou que quelque chose soit populaire ou bien installé, le fait d'avoir un ordre professionnel, pour certaines personnes, c'est un gage d'efficacité, malheureusement. Et ce côté, je vois bien que ça marche, on le retrouve chez tous les thérapeutes alternatifs. Ils sont totalement dans le moi, mon expérience personnelle, ça vaut, c'est au-dessus de tout. Ah oui? Je vois que ça marche, c'est bon, ça me va. C'est sûr. C'est terrible, hein. Et on trouve ça dans tas des tas de domaines. Bon. Une question? Merci beaucoup tout le monde.